Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bonjour à tous, bienvenue en direct sur Sud Radio pour une spéciale Les Incorrectibles. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h en direct à l'occasion d'une émission exceptionnelle. Un débat sur un sujet particulièrement sensible en cette période de crise sanitaire, puisque nous allons essentiellement parler de ce sujet si polémique de la chloroquine en traitement de la Covid-19, de son efficacité réelle ou supposée. Et bien sûr, vous l'aurez compris, nous allons aussi inévitablement beaucoup parler du professeur Didier Raoult qui ces derniers jours est devenu plus que jamais le centre de toutes les critiques, mais aussi une personnalité nationale de tout premier plan dont les soutiens sur les réseaux sociaux n'ont jamais été aussi nombreux. Alors pour ou contre la chloroquine, c'est l'intitulé de ce débat, car le sujet n'a jamais été aussi clivant entre les partisans et les détracteurs du professeur Raoult. Un débat que vous pouvez également suivre en direct et en vidéo sur les réseaux sociaux, sur la page Sud Radio de Facebook, mais aussi sur la chaîne Sud Radio de YouTube. L'occasion d'ailleurs de nous faire part de vos observations en live. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente tout d'abord les deux débatteurs parmi les plus engagés sur ce sujet de la chloroquine qui ont accepté l'invitation de Sud Radio, et je les en remercie, car dans un camp comme dans un autre, avoir la violence de certains commentaires sur les réseaux sociaux, il fallait, semble-t-il, vraiment du courage pour accepter de débattre sur le sujet, tant ces deux personnalités ne laissent pas indifférents. Ils ne sont pas avec moi physiquement en studio, mais à l'étranger. Néanmoins, grâce à la visioconférence, en plus de les entendre sur Sud Radio, vous pouvez donc aussi les voir en live sur nos réseaux sociaux. Alors tout d'abord, en duplex de Belgique, c'est un homme multicasquette, à la fois médecin, chef d'entreprise, essayiste, chroniqueur et militant politique, chirurgien urologue et neurobiologiste, cofondateur du site de santé grand public Doctissimo.fr et président de DNA Vision, une société belge de séquençage d'ADN. Il est auteur de divers ouvrages autour de l'intelligence artificielle et des progrès de la médecine. Il reproche au professeur Raoult d'avoir transformé le débat scientifique en spectacle et émet de sérieux doutes, si ce n'est pas plus, sur l'efficacité du traitement à la chloroquine. Et c'est peu dire tant il l'a écrit sur Twitter à ce sujet, notamment depuis quelques jours. Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis alors face à vous, il est entrepreneur, enseignant et conférencier médiatique dont les thèmes de prédilection sont l'économie de la connaissance et les neurosciences, sujets sur lesquels il a rédigé de nombreux travaux. Il est auteur entre autres de Libérez votre cerveau, un best-seller paru chez Robert Laffont en 2016. Et face à la pandémie de Covid-19, il réagit régulièrement sur ses réseaux sociaux pour apporter au contraire lui son très vif soutien au professeur Raoult et dénoncer les multiples attaques à son encontre. Vous l'aurez donc compris, il soutient aussi ce traitement à base de chloroquine. Idriss Aberkane, bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Alors, chers amis, vous allez débattre aujourd'hui sur ce sujet qui n'a pas fini de diviser les scientifiques. Un débat qui pourra être vif, mais je l'espère courtois. D'ailleurs, je crois que vous vous connaissez et que vous vous respectez. Alors, première question, une question toute simple que je vais poser à chacun d'entre vous. Qu'est-ce qui vous a fait accepter l'un et l'autre ce débat? Qu'est-ce que vous en attendez? Pour commencer, Laurent Alexandre. C'est un débat intéressant, c'est un débat de fond qui dépasse le problème de la chloroquine. C'est en fait un débat entre l'intuition médicale que promeut Didier Raoult, c'est-à-dire l'intuition mandarinale que j'ai connue un tout petit peu au début de mes études de médecine. Le professeur affirme que, et tout le monde doit la boucler. Et puis après cette phase mandarinale, où le grand patron avait raison parce qu'il était le grand patron, on est rentré dans l'ère de la rationalité médicale avec les essais cliniques randomisés, où c'était plus l'avis du grand patron qui comptait, c'était le résultat des essais cliniques. Aujourd'hui, on est dans une phase de retour vers l'intuition médicale, et c'est une mauvaise chose pour moi, parce que la rationalité, les essais cliniques bien conduits sont nécessaires pour savoir si un médicament est efficace ou pas. Chaque fois que nous, médecins, nous avons davantage cru notre intuition médicale que les résultats des essais cliniques, nous avons tué beaucoup de malades. L'intuition médicale tue des malades. C'est pour ça que je suis en faveur de méthodologies rationnelles pour évaluer les médicaments et que je m'inquiète beaucoup du fait que Raoult soit devenu un fan de Paul Feyerabend, qui est le grand anarchiste méthodologique qui met sur un pied d'égalité tous les discours scientifiques et qui pense que la vérité n'existe pas. Je pense qu'en médecine, pour l'efficacité d'un médicament, il y a une vérité et qu'on approche cette vérité par des méthodologies rationnelles. Alors, vous allez pouvoir développer tous vos arguments. Je le disais, nous sommes ensemble pendant 1 heure en direct sur Sud Radio. Alors, avec nous, Idriss Aberkane également. La même question, tout d'abord. Qu'est-ce qui vous a fait accepter ce débat? Qu'est-ce que vous en attendez? J'ai accepté ce débat parce que malgré évidemment nos divergences d'opinion qui sont frontales et qui sont effectivement des divergences de rationalité, je vais y revenir, j'ai un respect véritable pour Laurent Alexandre
en particulier parce qu'il est tout à fait exact qu'il n'a aucun conflit d'intérêt. Contrairement à tout un tas de commentateurs qui sont montés au créneau pour attaquer le professeur Didier Raoult, souvent de façon personnelle, comme Karine Lacombe, comme Gilbert Deray, comme Xavier Lescure, eh bien, Laurent Alexandre n'a absolument aucun conflit d'intérêt. Il est sincère dans ses prises de position et il n'a pas un intérêt particulier à suivre ses prises de position. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai été intéressé à ce débat. Alors, je peux aussi, bien sûr, en poser les bases méthodologiques, puisqu'on va parler beaucoup de méthodologie ensemble. Il y a une méthodologie que j'aime suivre, c'est la règle de Soudo-Platov. Elle m'a été transmise par mon mentor de technologiste Serge Soudo-Platov, et elle consiste, en négociation ou en débat, à toujours être doux avec la personne, mais dur sur le sujet de la négociation. Vous m'avez donc vu être doux avec Laurent Alexandre, et je vais continuer à l'être. Par contre, sur le sujet, bien entendu, je vais être intraitable et on va commencer maintenant. Il est tout à fait faux d'opposer intuition et rigueur expérimentale. C'est faux. La médecine n'a jamais progressé autrement qu'en mélangeant intuition et rigueur expérimentale. Si jamais on essaie de couper une des deux ailes de l'oiseau qu'est la médecine, cet oiseau ne volera pas, ou bien il tournera en rond. Et c'est ce que l'on a vu spécifiquement dans les 3 études frauduleuses, coup sur coup, qui sont sorties, celle de la Veterans Affairs Administration qui était fausse, celle du New England qui était frauduleuse, et celle du Lancet qui vient d'être rétractée. Elle était donc plus que frauduleuse, elle était à blâmer, et elle n'avait rien à faire en médecine, alors qu'elle a été publiée par le canard le plus prestigieux. En réalité, je milite donc pour qu'on ait à la fois l'intuition et la démarche rigoureuse et scientifique. Nous sommes en train de la voir, et la base absolue qui va poser ce débat, c'est que personne n'a sauvé autant de vies que le professeur Raoult en France. Et ça, c'est un point que personne ne peut contredire aujourd'hui. Alors, on va en parler plus en détail. J'ai décidé de sélectionner 4 parties. On va d'abord parler de la chloroquine. Est-ce qu'elle est efficace ou non? En deuxième partie, on se demandera s'il faut poursuivre ses essais cliniques. En troisième partie, le professeur Raoult, quoi en penser? Est-il un charlatan ou un visionnaire? Et puis enfin, ce que vous pensez de cette gestion du gouvernement, donc de cette pandémie. Alors, avant de débattre donc des dernières études sur le sujet, dont Idriss Aberkan vous parlait il y a un instant, l'une de Lancet, qui s'est d'ailleurs rétractée depuis, et l'étude Recovery, qui est également contestée par beaucoup. Un mot de cette molécule qui déchaîne à présent subitement les patients, donc on le voit depuis plusieurs semaines, la chloroquine. Alors pourquoi ce médicament utilisé depuis si longtemps pour lutter contre le paludisme déchaîne-t-il, je le disais, autant les patients et serait à présent si risqué pour lutter contre la Covid-19? Pour les auditeurs, Laurent Alexandre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors d'abord, je voudrais dire, par rapport à ce qu'a dit Idriss, que Idriss fait comme s'il n'y avait que les études anti-chloroquine qui étaient rétractées. Mais la grande étude du professeur Perron, qui a été présentée comme très importante par Didier Raoult sur Twitter, a été rétractée. C'est-à-dire les auteurs de l'étude pro-chloroquine, faite par le professeur Christian Perron, a été rétractée aussi. Donc les rétractations d'études ne concernent pas que des études qui sont défavorables à la chloroquine, ça concerne aussi des études favorables à la chloroquine. Et donc, la plus grande des études favorables à la chloroquine a été rétractée par le professeur Christian Perron, parce que ses co-auteurs n'ont pas voulu assumer les résultats et la méthodologie était franchement limitée. Donc, ne disons pas qu'il n'y a que les études anti-protocole Raoult qui ont été rétractées, c'est inexact. Alors, juste un mot sur les rétractations d'études. Des rétractations, il y en a toujours eu. En cancérologie, il y en a régulièrement. C'est la grandeur des grandes revues de médecine de rétracter rapidement les études et de faire des enquêtes. Quand il y a eu un doute sur les données du Lancet, on a vu le Lancet exprimer une expression d'inquiétude, expression of concern, et de demander des comptes. Et derrière, il y a eu rétractation par les auteurs. On voit bien que les revues ne sont pas vendues à la Big Pharma et à l'industrie et qu'elles sont capables, quand il y a une erreur, de se rétracter régulièrement, et elles le font extrêmement souvent. C'est la grandeur de la science. La science avance par petits pas. On ne peut pas trouver un traitement contre le coronavirus, contre le Covid-19 en 5 minutes. Il faut du temps. On a voulu aller trop vite. Certains papiers étaient de mauvaise qualité. C'est le cas des 2 études de Didier Raoult qui sont méthodologiquement vraiment
dégueulasse. C'est le cas également des études extrêmement douteuses qui ont été présentées par le Lancet et qui étaient des études rétrospectives. Alors il faut savoir que les seules études en médecine qui ont vraiment une valeur importante, ce sont les études prospectives randomisées. Pour l'instant, on en a 2 qui semblent très solides. Une étude du New England, qui n'est pas celle dont a parlé Idriss, c'est une autre étude, qui montre qu'il n'y aurait pas d'intérêt en prophylaxie à prendre de l'hydroxychloroquine. Alors pour les auditeurs, vous pouvez nous expliquer un petit peu plus, parce que là c'est vrai qu'il faut être spécialiste. C'est-à-dire que l'hydroxychloroquine ne préviendrait pas la maladie chez les gens qui ont été en contact avec des malades. Ça, c'est la première étude. Et puis l'étude qui est sortie il y a 24 heures, c'est-à-dire l'étude Recovery, l'étude anglaise, qui sur 1500 malades retrouve 25,5% tiré au sort dans 75 hôpitaux, hein, c'est ça. Voilà, chez les malades qui ont pris l'hydroxychloroquine et 23% de morts chez les malades qui n'ont pas pris l'hydroxychloroquine. Cette différence n'est pas statistiquement significative, c'est-à-dire que même si dans cette étude, il y a plus de morts avec le médicament de Raoult que sans médicament, on ne peut pas dire que cette différence soit liée à la molécule, car le nombre de malades inclus dans l'étude ne permet pas d'en être certain d'un point de vue statistique. Les tests statistiques ne l'affirment pas. Donc, on peut juste dire, à partir de l'étude Recovery, qu'on ne voit pas d'intérêt de l'hydroxychloroquine. Et je le répète, on ne peut pas affirmer que la surmortalité chez les gens qui ont pris de l'hydroxychloroquine est liée à la molécule. Il faudrait plus de malades qu'on en a pour l'affirmer. Donc aujourd'hui, on commence à baliser l'intérêt de l'hydroxychloroquine. En prévention, ça n'a pas l'air de marcher. Chez les malades hospitalisés graves, ça n'a pas l'air de marcher. Alors même que Raoult, contrairement à ce que l'opinion pense, a dit il y a 1 mois et demi qu'il croyait beaucoup à l'utilisation de l'hydroxychloroquine chez les malades graves, parce qu'il pensait que ça pouvait diminuer l'inflammation, même quand il n'y a plus beaucoup de virus en phase terminale chez les malades. Donc voilà, il nous manque aujourd'hui des études chez les malades moins graves. Il nous manque les études en association avec l'azithromycine. Il y a une étude de 2000 cas aux États-Unis qui est en cours. Donc on commence à avoir une idée par les études prospectives randomisées, mais on n'a pas encore de certitude dans certains cas. Au moment où nous parlons aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer scientifiquement qu'il n'y a pas des situations cliniques où l'hydroxychloroquine pourrait avoir une efficacité. Les études en cours vont permettre de le dire, mais on ne peut pas l'affirmer. On est dans la découverte de la vérité scientifique, comme on le fait toujours en science, et nous aurons la réponse dans les 3 à 6 mois qui viennent, probablement. Alors, vous avez pris un peu d'avance, Laurent Alexandre, on a une réaction, donc on commence par parler de ces études, je voulais en parler en seconde partie, mais à vous, Idriss Aberkane. Eh bien, il est tout à fait exact que les toutes premières études qui ont été publiées par le professeur Raoult étaient ce que l'on appelle, dans le jargon, des quasi-expérimentations. C'est un domaine consacré qui est très précis, et c'est un peu, si vous voulez, au football, faire une passe décisive. Une passe décisive, ce n'est pas un but. Un but, c'est quand on a une publication qui démontre très clairement un effet ou pas. Et ce n'est pas ce que le professeur Raoult a fait au tout début. Mais il a confié une passe décisive à notre science. Ces études pouvaient être améliorées. Elles apportaient des premières informations qui étaient nécessaires en temps de crise. Et on ne peut pas dire que ces études, il eût mieux valu qu'elles n'existassent point, si vous voulez. Ça aurait été ça l'idée, c'est le règne de la note négative. Vous savez, vous auriez mieux fait de ne rien faire. Donc on donne à l'élève une note négative, on lui dit finalement, si tu m'avais rendu une copie blanche, ça aurait été mieux. Ce n'est pas le cas. D'aucune manière, on ne peut dire que ce fut le cas. Cependant, s'il y a bien une étude dont la méthodologie était dégueulasse, pour reprendre les termes de Laurent, c'était l'étude du Lancet. Et celle-là, ce n'est pas dégueulasse, c'était frauduleux. Frauduleux. Cette étude est une fraude parce qu'on ne peut pas publier de façon déontologique autant de données sans avoir montré patte blanche de la part de tous les hôpitaux auprès desquels on a soi-disant collecté les données. Vous aviez soi-disant 96 000 cas. Tous les journalistes qui ont essayé d'interroger les hôpitaux qui auraient fourni ces données se sont retrouvés avec des hôpitaux qui leur disaient « nous n'avons jamais entendu parler de ces gens. Nous ne leur avons jamais donné ces informations et ils n'ont pas notre accord ». Alors, qui croit? Lancet n'aurait jamais dû publier. Il est vrai, et Laurent Alexandre a raison, que les rétractations, normalement, sont un phénomène normal en science. Il a tout à fait raison. Ce n'est pas moi qui dirais qu'une rétractation
détruit une carrière. Il y a énormément de gens qui le pensent. Beaucoup de médecins, beaucoup de chercheurs disent que des rétractations peuvent détruire une carrière, en particulier dans Lancet. Moi, je ne le pense pas. Cependant, un journal aussi sérieux que Lancet, avec un comité de lecture, bon sang, qui est censé aller dans les données, qui est censé les éplucher, les regarder comme l'inspecteur Colombo, n'a pas fait son travail et a publié des données qui étaient invérifiables. Alors certes, l'article est rétracté, mais le mal est fait. Qui ira rétracter les publications de CNN? Qui ira rétracter les publications de l'Express? Ou qui sait, de Libération? Ou qui sait, du Monde? Ou même les publications politique d'Olivier Véran, qui a donc motivé sa décision d'interdire l'hydroxychloroquine par une étude qui, je le répète, ne peut être qualifiée que de frauduleuse. Donc ça ne suffit pas de rétracter un article dans un journal aussi lu que Lancet en se défaussant finalement de ses responsabilités qui sont d'avoir des relecteurs qui vérifient les données et qui ne serait-ce que vérifient qu'elles sont vérifiables, c'est tout bête. Ces données n'étaient pas ouvertes, jamais cet article n'aurait dû être accepté et il y a donc eu vraiment un vice déontologique majeur de la part du Lancet. Concernant bien sûr l'étude du New England, eh bien, c'est pas celle donc que Laurent mentionnait, mais une étude du New England qui a aussi... Oui, il parlait de recovery. Voilà, qui a été utilisé contre l'hydroxychloroquine, eh bien, a annoncé un titre alors que ces données prouvaient le contraire de son titre. Ils ont pris un groupe de personnes, pardonnez-moi, subclaquantes, qui étaient en très mauvaise santé de façon significative, qui avaient beaucoup plus de chances de mourir, et à ce groupe, ils ont donné de l'hydroxychloroquine dans des dosages assez imprécis, mais on ajoute aussi que ce groupe, eh bien, ils ont mesuré l'effet de l'hydroxychloroquine en disant l'intubation est égale à la mort. Alors ça, c'est déjà triché de façon absolument honteuse. Moi, si je suis patient, être intubé ou mourir, je vous garantis, ça ne me fera pas le même effet, ni à moi, ni à ma famille. Quand vous avez des scientifiques qui disent que intuber et mourir, c'est la même chose, d'entrée de jeu, vous savez qu'ils vont vous mentir. Eh bien, l'étude de New England n'a pas déçu. Quand on analyse ces données en annexe, ce que j'ai fait, eh bien, on observe que ces données prouvent le contraire absolu du titre qu'elle a annoncé. Et c'est ce qui me permet d'être évidemment sceptique à chaque fois qu'on annonce des game over ou des fins de partie concernant l'hydroxychloroquine. Concernant enfin l'étude Recovery, effectivement, il faut comprendre qu'un traitement, et je vais conclure là-dessus, un traitement, c'est une technologie, comme un avion. Il y a 1000 façons de ne pas faire voler un avion. C'est très facile de mettre un avion sur le tarmac et de dire « moi j'ai appuyé un peu sur les gaz, j'ai un petit peu bricolé les boutons et l'avion n'a pas décollé, donc les avions ne volent pas ». Pour faire voler un avion, il faut suivre un protocole très précis, il faut mettre plein gaz face au vent, ce n'est pas n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule façon de faire voler un avion, mais il y en a 10 000 de ne pas le faire voler. Eh bien c'est la même chose pour un traitement. Un traitement est une technologie aussi raffinée qu'un avion. De toute évidence, Raoult a fait voler son avion puisqu'il a 0,4% de morts, bon sang, et aucun service au monde n'a publié des données aussi exceptionnelles que celles de l'IHU de la Timone. Quoi qu'on en dise, eh bien ce 0,4% de morts, c'est Raoult qui a fait voler un avion. Et autour, on a plein d'autres pilotes plus ou moins expérimentés et de plus ou moins bonne foi qui disent « moi j'ai un peu bricolé avec le tableau de bord, moi j'ai un petit peu bricolé avec la manette des gaz, l'avion ne décolle pas, circulez, il n'y a rien à voir ». Alors voilà pour l'entrée en matière. Je vous propose de faire une courte pause et on se retrouve dans un instant et ce sera la réponse de Laurent Alexandre. A tout de suite sur Sud Radio pour le débat entre Laurent Alexandre et Idriss Aberkane sur la chloroquine. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Votre attention s'il vous plaît. 200 000 Français paient leur carburant 30% moins cher. Qui, quand, comment, pourquoi? Est-ce qu'ils se connaissent? Ne cherchez plus et payez votre carburant moins cher en roulant en GPL avec la gamme EcoG Dacia et ses nouvelles motorisations essence compatibles GPL sans surcoût. Et en plus, bénéficiez jusqu'à 3 000 € de prime à la conversion sous condition de reprise. À découvrir en juin pendant les jours EcoG Dacia. Voir conditions sur dacia.fr et sur primealaconversion.gouv.fr. Sud Radio dans le Cantal, À Aurillac, sur 101 FM. après avoir mis nos instants en sommeil, il est à nouveau temps de s'ouvrir au plaisir de conduire BMW. Ensemble, reprenons le chemin de notre liberté. Pour vous accompagner en toute sérénité, BMW s'engage. Votre concessionnaire vous propose la commande, l'essai et la livraison à domicile ou à distance. Et jusqu'au 30 juin, bénéficiez de solutions de financement avantageuses et sans aucun apport sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles dans les concessions BMW participantes. Détails sur bmw.fr. Sud Radio est sur YouTube. Suivez-nous pour voir ou revoir vos émissions en vidéo sur notre chaîne YouTube Sud Radio. Parlons vrai. Quand on dit à nos clients que chez Skoda, on peut avoir une grande berline familiale pour 15 990 €, soit le prix d'une citadine, ils répondent tous la même chose. Il y a des offres qui laissent sans voix. Skoda Octavia, à partir de 15 990 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin 2020. Remise Skoda de 6 670 € et prime à la conversion gouvernementale de 3 000 € déduite selon stock disponible sous condition de reprise et de bénéficier de la prime à la conversion. Conditions sur économie.gouv.fr et skoda.fr. La fibre de SFR débarque chez la famille au top. La fibre est à la maison et ça tombe à pic. Pouvoir télécharger tous les cours de maths d'Hugo, au top. Voir mamie en visio et communiquer avec les collègues, vraiment au top. Et à 10 € par mois, on est au top. Jusqu'au 8 juin chez SFR, avec la série limitée Welcome Back, profitez de la fibre à seulement 10 € par mois pendant un an, puis 38 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients. Box mise à disposition, engagement 12 mois, frais d'ouverture de service 49 €. Welcome back et bon retour. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De retour sur Sud Radio dans les incorrectibles où nous sommes en direct jusqu'à 14h pour ce débat sur la chloroquine avec nos invités à distance par visioconférence, Laurent Alexandre en Belgique et Idriss Aberkane en Suisse. Alors on parlait de ces études évidemment, dont l'une évidemment de Lancet s'est rétractée. Une réponse au propos d'Idriss Aberkane, Laurent Alexandre? Je continue à répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Faire comme s'il n'y avait que les études anti-chloroquine qui étaient rétractées n'est pas vrai. L'étude du professeur Perron a été rétractée et elle est tombée dans les poubelles de l'histoire médicale et elle était très favorable à Raoult, mais il faut dire que le fait que Perron ait retiré les malades graves du bras chloroquine n'était pas très chic méthodologiquement et qu'en faisant ça, on est certain de montrer des bons résultats. Si on retire tous les gens qui vont mal parmi ceux qui prennent la chloroquine, on améliore artificiellement les résultats de la chloroquine. Alors, Idriss a dit quelque chose de faux. Il a dit qu'il y a un taux de mortalité extraordinairement faible parmi les malades de Raoult. Il oublie juste de dire qu'en appelant par les réseaux sociaux, par YouTube, les gens à venir se dépister chez lui, il a récupéré plein de malades peu graves ou asymptomatiques. Dans la cohorte principale de Raoult, les gens ont fait la queue plusieurs heures pour rentrer à l'IHU. Et on voit très bien sur les photos de l'IHU que ce sont des jeunes, ce n'est pas des malades, ils n'ont pas de déambulateurs et ils n'ont pas 80 ans. Et dans la cohorte de Raoult, on retrouve une moyenne d'âge très faible par rapport à la moyenne d'âge des gens qui ne supportent pas bien le Covid-19 et on a un taux de gravité qui est très très faible. On a en médecine une échelle internationale qui est l'échelle News, grand N, grand E, grand W, grand S, qui est une échelle pour mesurer la gravité des gens. Eh bien, parmi les patients qui ont été suivis par Raoult, 73,9 ont un indice de News à 0 sur 12. Ils se portent comme des pinsons, ils se portent très bien. Ce sont des gens jeunes, sans symptômes, qui sont venus se faire tester à l'Institut et qui ont fait 4 heures de queue devant l'Institut il y a 2 mois. Donc ce recrutement très particulier de Raoult, qui a récupéré par son système de tests systématiques des gens qui n'étaient pas malades, conduit à ce qu'il ait des taux de mortalité. Vous voulez dire que les chiffres sont biaisés, c'est ça? Elles sont totalement biaisées. Quand vous testez des gamins qui se portent comme un charme et qui ont fait 5 heures de queue devant l'IHU, vous avez de meilleurs résultats que quand vos collègues parisiens ont des malades de 80 ans, subclaquants, qui vont très mal, avec des effets cardiaques, avec des problèmes neurologiques graves. Le fait d'avoir fait venir plein de jeunes pas malades à l'IHU conduit à ce que Raoult ait des résultats exceptionnels. Mais si on regarde à l'échelle d'un département, en réalité, il n'y a pas eu moins de meilleurs résultats à Marseille qu'il y en a eu à Bordeaux, qu'il y en a eu en Bretagne, qu'il y en a eu à Nantes. En réalité, dans le sud de la France et dans l'ouest, il y a eu peu de gens touchés parce que les clusters principaux étaient en région parisienne, à Creil, à Paris et puis à Mulhouse avec le rassemblement évangélique. Et quand on regarde la diffusion épidémique, en réalité, Marseille a relativement été préservée. On a eu des choses comparables, par exemple, en Italie. Alors j'aimerais une réponse d'Idriss Aberkane sur Marseille, là où vous dites que les chiffres sont biaisés. Idriss, je suppose que vous ne partagez pas ce point de vue?
Non, mais Laurent s'est laissé emporter à quelques inexactitudes, c'est pas très grave. En soi, c'est pas très grave. Mais lesquelles une première inexactitude qui est de faire de la médecine par un micro-trottoir en essayant de regarder effectivement si les jeunes qui rentrent à l'IHU de Marseille portent des baskets ou pas, ou bien s'ils portent des pantalons à pinces. Bon, mais si on analyse les données... Ah non, Idriss, tu peux pas dire ça. Regarde le score news international. Il a été donné par l'équipe. Ces malades étaient des malades extrêmement peu graves. C'est incontestable. Et le score news, il est visible. Tu peux regarder 73 moins score news à 0 et donc se porte très bien. Et heureusement que ces gens ne meurent pas. Ce n'est pas grave du tout d'avoir commis une inexactitude. Mais il se trouve que quand on analyse les données, on peut les normaliser sur les plus de 55 ans ou sur les plus de 60 ans. Les données du professeur Raoult, contrairement aux données de Lancet, sont ouvertes et vérifiables. Et il a, c'est un fait vérifiable aussi, les meilleures statistiques de survie sur les plus de 60 ans de toute la France. Et ça, on peut le tourner dans tous les sens. Il a choisi de tester des gens asymptomatiques chez les jeunes et chez les vieux. À partir du moment où on sélectionne des gens qui n'ont aucun symptôme, parce qu'il a testé beaucoup de gens qui n'avaient aucun symptôme, on a évidemment des meilleurs résultats que quand on a dans ces cohortes que des gens qui ont des symptômes. N'oublie pas que dans beaucoup de régions, on a moins testé et notamment on n'a pas testé les gens asymptomatiques. Bon, le fait d'avoir les meilleures statistiques de survie sur les plus de 60 ans ne peut pas être retenu comme quelque chose de négatif pour Raoult. Encore une fois, ces données sont ouvertes. Il suffit d'aller les vérifier et de faire des statistiques transversales dessus. Elles sont là pour parler et elles vont parler. Mais le simple fait qu'il ait testé plus de gens, je voudrais y revenir effectivement, c'est une excellente chose, Laurent. Mais c'est autre chose. C'est l'OMS, oui, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté accabler Raoult en disant qu'il a fait n'importe quoi et de l'autre reconnaître que c'est le premier médecin de France à avoir immédiatement appliqué les directives de tester et retester, et quand on aura du temps tester encore. C'est celui qui a le plus testé de France, effectivement, et on ne peut pas lui reprocher ça tout de même. Là, ce serait sordide, et je ne dis pas que tu le fais, et je ne dis même pas que tu as l'intention de le faire, mais ce serait sordide d'utiliser contre lui le fait qu'effectivement, il est le médecin qui a le plus testé de toute la France, peut-être même du monde avec son service. Les amis, je vous propose un instant, on va refaire une courte pause parce qu'on est évidemment pris à chaque fois par des pauses publicitaires qu'on doit évidemment lancer avant 13h30, mais on est ensemble encore pendant une demi-heure. Donc Laurent Alexandre, gardez votre réponse en tête. On vient dans un tout petit instant. Tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux. Je tiens à dire que Sud Radio est une des seules radios sans censure, parce qu'il y a beaucoup de radios qui censurent les questions qui dérangent un peu. Sud Radio, parlons vrai. Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique. Quand on est maman célibataire, c'est pas évident de trouver le bon. Alors, le jour où Clément s'est levé avant moi pour s'occuper de mon fils, j'ai su que c'était lui. Ouais, il s'est même endormi. Bon, en à peine 2 heures. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. T'as vu, nos voisins ont été cambriolés. Tu connais un réseau de serrurerie agréé pour nous poser une porte blindée? Point fort fiché. Et jusqu'au 30 juin, c'est le mois de la sécurité dans les 220 magasins Point fort fiché. Regarde, on peut profiter de remises jusqu'à 700 €. Une porte blindée fichée au prix d'une porte classique. Super. Voir conditions en magasin et sur fiché-pointfort.com. Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher. Sud Radio. En Ariège. À Ax-les-Thermes, sur 103 FM. Si comme moi t'as envie d'être bien accompagné dans ta scolarité, viens au campus La Salle Saint-Christophe. Profite des portes ouvertes samedi 13 juin pour visiter le collège, le lycée, l'internat. Découvrir toutes les formations et les activités sportives comme le foot, le rugby et l'équitation. Au campus La Salle Saint-Christophe, poursuis tes études dans le parcours qui te convient. Prends confiance en toi et deviens autonome. Développement personnel, réussite scolaire, bien-être pour bien grandir. Avec le campus La Salle Saint-Christophe, domaine de Béliard, à Masseube, dans le Gers. Portes ouvertes le 13 juin de 9h à 18h30. Protocole sanitaire sur notre site. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, ils sont vraiment terribles. Me dis pas que tu veux me parler de Lidl. Bah, comment vous avez deviné? Dès demain, le kilo de tomateron dans grappe est à 1,49 €. 1,49 € le kilo. Là tu me racontes des cracks. Oh non patron, 1,49 € les tomaterons dans grappe.
C'est le vrai prix, hein. Un prix Lidl, quoi. On est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Pour la sécurité de tous, nos caisses sont équipées d'une vitre de protection et sont désinfectées régulièrement. Des masques et des gants sont à disposition de toutes nos équipes. Plus d'informations sur Lidl.fr. Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault? Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En juin, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Twingo à partir de 69 € par mois, prime à la conversion de 3 000 € déduite, avec EasyPack, entretien, garantie et assistance inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est maintenant. Pour Twingo Life SE 65 LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 3 000 € ramené à 0 € après déduction de la prime à la conversion, sous condition de reprise et d'éligibilité à la prime jusqu'au 30 juin. Si accordiaque, voir Renault.fr. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans les incorrectibles, spécial débat sur la chloroquine entre Laurent Alexandre et Idriss Aberkane. Alors juste avant de poursuivre cette discussion, puisque évidemment les thèmes sont un petit peu mélangés à présent, on parlait beaucoup de ces études et de ces chiffres donc à Marseille du professeur Raoult. C'est à Laurent Alexandre de réagir. Juste une petite question, Laurent Alexandre, vous tweetez beaucoup depuis ces 2 derniers jours. Vous avez retweeté Raphaël Enthoven qui citait, alors je cite, « Ce qui est dangereux, ce sont tous les démagogues, les salauds qui, pour avoir inconsciemment célébré Didier Raoult, continueront, au lieu de reconnaître une faute si grave, de flatter les pantins qui croient que la science est affaire de sondage et que Big Pharma nous manipule. » Laurent Alexandre, sans être provocateur, vous considérez qu'Idriss Aberkane est un salaud? J'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, je reconnais que Idriss a admis que moi, je n'avais aucun conflit d'intérêt et que je n'étais payé ni par les fabricants de chloroquine, ni par les fabricants des autres molécules. Je suis totalement indépendant, je n'ai aucun conflit d'intérêt dans cette affaire. Je ne parle qu'en tant que père de famille, en tant que citoyen et en tant que médecin. Eh ben c'est intéressant ça. Comment est-ce que vous soigneriez vos enfants, votre famille, puisque finalement pour les auditeurs c'est ça la question de fond aujourd'hui. Alors vu les toutes derniers résultats des études et notamment Recovery, pour les formes pas graves, Doliprane et repos, et pour les formes graves, réanimation, mais sans médicaments antiviraux, parce que le Remdesivir de Gilead a des effets secondaires importants sans effet positif. Il y a 1 mois et demi, j'aurais probablement prescrit à un membre de ma famille, à un de mes enfants, à ma femme ou à moi-même du Remdesivir si j'avais eu une forme grave. Mais compte tenu des données récentes, aujourd'hui, je n'en prescrirai pas. Donc aujourd'hui, je ne prescrirai aucun médicament antiviral. Je considère que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet vu les études actuelles, mais elle a des effets secondaires et on a quand même en France 150 effets cardiaques. Et pourtant, il existe depuis longtemps ce médicament. Je ne prendrai pas le risque de donner un médicament qui a déjà donné beaucoup d'effets secondaires graves en France à mes enfants ou à ma femme, alors même qu'il n'y a pas d'effet positif démontré de l'hydroxychloroquine. Donc aujourd'hui, je ne prendrai rien pour moi, je ne prendrai rien pour mes enfants et pour ma femme. Et Idriss Aberkane, une réaction ? Alors, le Doliprane a eu beaucoup plus d'effets secondaires rapportés à toutes les autorités compétentes que l'hydroxychloroquine. C'est un fait, même par habitant, même par prise. C'est un médicament qui, comme tous les médicaments sérieux, a des effets secondaires qui peuvent être très dangereux. On peut mourir, bien entendu, par hépatotoxicité quand on dépasse les 3 grammes par jour. Donc, quitte à ne pas donner de médicaments... Non, n'exagère pas. Non, on n'a pas d'hépatotoxicité au-dessus de 3 grammes. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est-à-dire, et la dose aujourd'hui de Doliprane a augmenté et beaucoup de prescripteurs en donnent 4 grammes par jour. Ne dis pas ça parce que tu vas paniquer tous les gens qui prennent des doses supérieures. L'hépatotoxicité sur Doliprane, elle arrive. Comme on parle aussi de personnes qui peuvent être à partir de 3 grammes, il faut de toute façon s'amuser à consulter son médecin. Aucun médecin vous dira de prendre plus de 3 grammes de Doliprane par jour sans avoir une raison valable de le faire. Mais on s'écarte. Le sujet, je vais reprendre le tweet de M. Enthoven. Mais il a fait quoi, ce monsieur? Il a fait quoi pendant qu'on avait 200 personnes à l'IHU de Marseille qui testaient comme des malades, qui testaient comme des fous, qui faisaient les 3-8, qui se fabriquaient des réactifs pour faire des PCR avec les moyens du bord, qui étaient en train de prendre leur téléphone pour essayer de chercher des réactifs partout, qui rentraient très tard le soir, leurs femmes les engueulaient.
Enthoven, il a fait quoi à ce moment-là pour dire il a aucun début de position pour pouvoir faire la leçon à ces héros qui ont été les premiers à tester en France. C'est tout de même incroyablement dingue. Et en plus, il les traite de salauds. Mais je veux dire, on marche complètement sur la tête. Alors attention, le fait que Laurent Alexandre ait retweeté ça veut absolument pas dire qu'il est d'accord avec. Ah bah si, il a tweeté en disant j'approuve totalement la position de Raphaël Enthoven, le plus courageux des philosophes français. On va reprendre le terme précis, c'est la position, pas forcément les mots. Comme vous avez pu le voir, Laurent à aucun moment n'a réutilisé ce terme de salaud, parce qu'il est au-dessus de ça. C'est un excellent débatteur, ce que je lui reconnais très volontiers, et c'est pas le genre de la maison de se lancer dans des diatribes de ce genre. Maintenant, évidemment, qu'il pense que Raphaël Enthoven ait raison sur le fond, même si sa forme, pardonnez-moi, est puérile, hein, c'est un gamin de 14 ans qui a fait ce tweet, c'est pas quelqu'un qui a pu voir les yeux dans les yeux tous ces soignants qui se sont parfois sacrifiés, dont certains sont morts, pour tester et pour essayer de traiter. Donc maintenant, pour revenir à cette question de est-ce qu'il faut donner du Doliprane ou de l'hydroxychloroquine, bon, soyons un peu sérieux 2 minutes. Il y a 13 études aujourd'hui qui donnent des éléments clairs en faveur de l'hydroxychloroquine. Ça, c'est un fait. Il y en a 13 aujourd'hui. Certaines viennent de Chine, certaines viennent des États-Unis. On peut tricher avec les morts, mais on ne peut pas tricher avec la vie. On peut bidouiller les données, effectivement, en exagérant, en disant, comme le New England, qu'un intubé ou un mort, c'est la même chose. On peut. Le New England a fait ça, a autorisé ça. C'est pas eux les auteurs, mais ils ont autorisé la publication d'une étude qui considère qu'être intubé et mourir, c'est la même chose physiologiquement. Bon, on peut tricher comme ça. Mais quand on a un certain nombre de vies sauvées dans plusieurs pays, vous avez aussi la magnifique méta-analyse de Maxime Izoulet, qui est extraordinaire. Maxime Izoulet a produit une méta-analyse extraordinairement solide qui démontre une corrélation particulièrement intéressante avec, à ce jour, aucun autre facteur qui peut expliquer cette corrélation que l'hydroxychloroquine et la baisse de mortalité vis-à-vis de la Covid-19. Donc il est vrai que la science est en train de se faire. Je vais même vous faire une confidence. On aurait pu savoir, je vais reprendre la métaphore du foot, puisque Raoult est de Marseille, on aurait pu savoir si l'hydroxychloroquine marchait en 3 semaines. Ça aurait pris 3 semaines. Si on avait accepté la passe décisive que faisait Raoult, on disait, est-ce que ça, on peut en faire un but ou pas en 3 semaines seulement? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Moi, ça me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais il y en a beaucoup qui reprochent justement au professeur Raoult de ne pas avoir fait d'études. Alors, je peux dire un mot? Oui, allez-y, Laurent Alexandre. Ah ben, je suis 100% d'accord avec Idriss. Pourquoi Raoult n'a fait que des études pourries au lieu de faire une vraie étude? Pourquoi il n'a pas fait un vrai essai clinique, puisqu'il a le plus bel institut de maladies infectieuses d'Europe? Pourquoi il n'a pas fait une vraie étude et pourquoi il a fait des études pourries? Ça restera un mystère. Moi, mon intuition, c'est que Raoult, qui est loin d'être con, Raoult, qui est très intelligent, a très vite compris que la chloroquine ne marchait pas et qu'il n'a pas voulu faire d'essais cliniques randomisés parce qu'il avait peur que ça montre que la molécule ne marchait pas. Alors, je voudrais juste dire un mot. Je voudrais juste dire un mot. Pourquoi il est important de faire des essais cliniques randomisés et versus placebo? Parce que notre intuition à nous médecins, elle nous trompe souvent. L'exemple le plus dramatique a eu lieu en cardiologie. Dans les années 80, 100% des cardiologues dans le monde pensaient qu'il fallait donner des antiarythmiques aux malades qui faisaient un infarctus du myocarde parce que les gens qui font un infarctus du myocarde meurent très souvent d'un trouble du rythme ventriculaire. Et les antiarythmiques sont des médicaments qui diminuent justement les troubles du rythme ventriculaire. Donc on pensait que ça allait diminuer la mortalité chez les gens qui faisaient un infarctus. On n'avait jamais fait d'études pour vérifier cette intuition. Et puis en 89, il y a eu un groupe de cardiologues qui se sont dit on ne peut pas continuer, il faut faire une étude versus placebo. Les cardiologues ont dit mais ce n'est pas humain de mettre des malades sous placebo. Parce qu'il est évident que les antiarythmiques diminuent la mortalité chez les malades qui ont un infarctus du myocarde. On fait quand même l'étude sur 2350 malades. Catastrophe! On se rend compte que les antiarythmiques multipliaient la mortalité des gens qui avaient un infarctus du myocarde par 2,7. On a calculé aux États-Unis que d'avoir suivi notre intuition médicale, suivi l'intuition de tous les cardiologues, au lieu de faire un essai randomisé versus placebo, avait tué 60 000 Américains, c'est-à-dire plus
que la guerre du Vietnam. Vous voyez pourquoi il est fondamental de faire des essais prospectifs, randomisés. Mais vous le considérez comme un charlatan, Laurent Alexandre. Là, vous avez des mots plutôt pesés. Or, vraiment, sur vos Twitter, encore une fois que je cite, vous n'y allez pas de main morte. Hein. Vous dites en parlant de Didier Raoult, ce n'est plus un melon qui a Didier Raoult, maintenant c'est une pastèque. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle mégalomanie. Tous des cons sauf moi qui suis un génie, explique Didier Raoult. C'est fascinant et son fan club l'adore. C'est un charlatan pour vous ? Alors non, là j'ai pas parlé de charlatanisme, j'ai dit qu'il avait fait 2 études pourries. C'est différent. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Ordre et l'Agence nationale de sécurité du médicament ont gueulé et ont demandé des renseignements complémentaires. Et Raoult a dû reconnaître que ces 2 études n'étaient pas des essais cliniques. D'ailleurs, depuis qu'il a été un peu sermonné par l'Agence de sécurité du médicament et par le Conseil de l'Ordre. Non, je dis juste que Raoult fait une crise mégalomaniaque grave. Quand il a expliqué à Pujadas qu'il ne pouvait pas comprendre ses questions, quand il répète 3 fois par semaine qu'il est le plus grand, qu'il est le plus génial, qu'il est le plus fort, que les autres, que le conseil scientifique c'est des crétins, que les journalistes c'est des abrutis, tout le monde est con sauf lui. Donc oui, il est dans pleine crise mégalomaniaque, Didier Raoult. Ça a été un bon chercheur. Moi personnellement, j'étais un fan de Didier Raoult, j'adorais Didier Raoult. Mais la façon dont maintenant il considère qu'il est le seul qui pense et qui dévalorise la pensée de tous les autres, la façon dont il a humilié Pujadas n'est pas acceptable. On peut discuter gentiment sans traiter le journaliste de con. Enfin, il y a des docteurs très bons qui sont très mégalomaniaques, ça peut aussi cohabiter. Hein. C'est pas parce qu'il y a des médecins mégalos qu'il faut encourager ça. Et en tout cas, oui, aujourd'hui, il est clair que Didier Raoult fait une crise mégalomaniaque, pense qu'il est le seul à comprendre, le seul à avoir raison, et la façon dont il l'a humilié Pujadas n'est pas acceptable. Idriss Aberkane. Vous êtes un chercheur, vous ne dites pas à un journaliste comme Pujadas, on va faire un sondage pour voir si les Français me donnent raison à moi ou vous monsieur Pujadas. La médecine ne se fait pas par sondage. La semaine prochaine, si on écoute Raoult, on va faire un sondage pour connaître la composition des trous noirs, ou on va faire un Idriss Aberkane, une réaction à cela, vous considérez que c'est un héros, vous, au contraire ? Alors, il faut revenir simplement sur l'argumentation anecdotique. Vous l'avez dit, hein ? Pourquoi Raoult est un héros ? Oui, mais c'en est un. C'est-à-dire que les faits, ça a été le premier à tester. Il a fait ce que ses détracteurs n'ont jamais fait. Quand on a des détracteurs de Raoult qui disent ces choses-là sur lui, il a fait ce que ses détracteurs n'ont pas fait. Et là, pour avancer dans mon argument, eh bien, il faut savoir que son caractère ne pèse rien à côté des vies sauvées. Moi, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un ancien Boulogne Boy ou du Virage Auteuil du PSG, qui a le crâne rasé. S'il me sauve la vie, il me sauve la vie. Je lui serrerai la main, et même si je suis pas d'accord avec lui sur plein d'autres trucs, je lui serrerai la main, il m'a sauvé la vie. Face à des vies sauvées, le caractère ne pèse absolument pas. Et donc, c'est un écran de fumée que d'évoquer le caractère face à quelqu'un qui sauve des vies, d'une part. Sauver des vies, c'est aussi sa mission. Il est médecin. Il ne peut en aucun cas, pour reprendre l'argument anecdotique de Laurent Alexandre, il ne peut en aucun cas faire une étude en double aveugle dans son institut. Ce n'est pas déontologique, ça pourrait même lui être reproché. Au regard de l'histoire et au regard de la loi, ça pourrait lui être reproché puisqu'il est possible de démontrer sans aucun doute qu'il est convaincu que l'hydroxychloroquine a un effet. Et si jamais il est convaincu, au-delà de tout doute raisonnable, que l'hydroxychloroquine a un effet, il ne peut pas donner un placebo à des patients. Il y a plein de médicaments qui n'ont pas été testés contre placebo, des médicaments qui sont indiqués contre le VIH, des médicaments qui sont indiqués contre des cancers n'ont pas été testés en double aveugle contre le placebo. Pour la petite anecdote, le fait que la cigarette donne le cancer n'a jamais été testé en double aveugle, évidemment. On n'a jamais fait une étude contrôle où on a donné de la cigarette à des gens pour essayer de voir s'ils développaient le cancer ou pas. Ça n'a pas été testé en double aveugle non plus, si on veut aller par là. Et je vais même aller plus loin. Les études en double aveugle ne sont absolument pas la panacée dans la médecine. Je peux vous sortir 4 études en double aveugle qui démontrent, au-delà de tout doute raisonnable, une efficacité de l'homéopathie. Vous avez une étude mexicaine qui a été faite sur 300 patientes où l'homéopathie performe mieux que le Prozac et où le Prozac performe moins bien que le placebo. Vous avez une autre étude sur une cohorte comparable où l'homéopathie, Arnica montana précisément, que beaucoup de mères de famille utilisent pour leurs enfants, accélère significativement plus que le placebo le temps de cicatrisation après la chirurgie du genou. Et enfin, pour revenir sur l'argument anecdotique... Allez, dernier mot et on fait une petite pause après.
qui est un argument juste. C'est-à-dire que oui, il y a eu un cas parfois où les médecins ont mal suivi leur intuition, mais il oublie de citer, puisqu'il m'a dit que je ne citais que les études rétractées contre l'hydroxychloroquine, il ne cite pas les cas où l'intuition médicale a sauvé des dizaines de milliers de vies, à commencer par la découverte de Helicobacter pylori qui a valu un prix Nobel, au médecin qui l'a découvert contre donc l'ulcère gastro-intestinal, et ce médecin, eh bien, il a simplement pris du Helicobacter pylori, il a développé lui-même un ulcère, il a découvert que Helicobacter était la cause. Pareil pour Jenner et la vaccination. Donc je conclus juste sur le fait que oui, il y a eu 60 000 personnes sur cette erreur médicale de l'arythmie cardiaque. Il y a aux États-Unis 250 000 morts tous les ans par erreur médicale, et ça aussi c'est beaucoup plus que la guerre au Vietnam. Idriss Aberken, Laurent Alexandre, vous restez avec nous. Dernière partie de l'émission dans un instant. On se retrouve sur Sud Radio pour ce débat sur la chloroquine. À tout de suite. Sud Radio, les incorrectibles. Votre attention s'il vous plaît. 200 000 Français paient leur carburant 30% moins cher. Qui, quand, comment, pourquoi? Est-ce qu'ils se connaissent? Ne cherchez plus et payez votre carburant moins cher en roulant en GPL avec la gamme EcoG Dacia et ses nouvelles motorisations essence compatibles GPL sans surcoût. Et en plus, bénéficiez jusqu'à 3 000 € de prime à la conversion sous condition de reprise. À découvrir en juin pendant les jours EcoG Dacia. Voir conditions sur dacia.fr et sur primealaconversion.gouv.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Le patron, ça va? C'est pas tes affaires. Ah peut-être, mais des affaires, c'est les clients Lidl qui vont en faire. Jusqu'au 6 septembre, il y a 50 millions de produits alimentaires à gagner avec les cartes magiques. 50 millions? Oui, des 30 € d'achat, on reçoit une carte à gratter avec une chance sur 2 de gagner. Et en plus, on peut aussi tenter de gagner des bons d'achat ou une des 1000 entrées au parc Astérix. Partout à 10? Tout à fait. Mais nous, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Carte à gratter dans la limite des stocks disponibles. Plus d'informations et règlements sur Lidl.fr. Sud Radio. Dans l'Hérault, au Cap d'Agde. Sur 104.7. Quand on dit à nos clients que chez Skoda, on peut avoir une grande berline familiale pour 15 990 €, soit le prix d'une citadine, ils répondent tous la même chose. Il y a des offres qui laissent sans voix. Skoda Octavia, à partir de 15 990 €. Offre à particulier jusqu'au 30 juin 2020. Remise Skoda de 6 670 € et prime à la conversion gouvernementale de 3 000 € déduite selon stock disponible sous condition de reprise et de bénéficier de la prime à la conversion. Conditions sur économie.gouv.fr et skoda.fr. Chaque mois, 10 000 couples se forment sur Mythique. J'adore les fringues, alors vider la moitié de mon placard pour lui faire de la place, ça voulait dire beaucoup pour moi. Ouais, pour moi aussi. Même si c'était plutôt un quart d'étagère, mais c'est l'intention qui compte, hein, ma chérie. Vous aussi commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique, l'appli des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr. Mythique. Ah, partir. Partir en week-end, en vacances, ou juste partir pour mieux revenir. Partir, c'est souvent une bonne nouvelle. Enfin bon, ces derniers temps, partir était surtout partie de notre vocabulaire. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est repartir. En ce moment, Nissan vous aide à bien repartir avec le pack Prêt à repartir. 3 mois de loyer offerts, sans apport, sans condition et entretien inclus pendant 3 ans. Nissan, innover autrement. Offre LLD 49 mois sur Nissan 9 identifié jusqu'au 30 juin si accordiaque. Détail nissan.fr. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. 13h48 en direct sur Sud Radio pour cette dernière partie de ce débat autour de la chloroquine entre Laurent Alexandre et Idriss Aberken. Alors justement, puisqu'on a un petit peu abordé tous les sujets, j'aimerais qu'on aborde pour cette dernière partie cette gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Je suppose que là aussi, vous devez être radicalement opposé sur l'appréciation que vous portez sur l'action du ministre Véran, Laurent Alexandre. Alors juste un mot, tout à l'heure on a parlé du placebo. Quand il existe dans une maladie un médicament qui marche déjà, on n'évalue pas les nouveaux médicaments par rapport au placebo, mais par rapport à la molécule la plus importante et la plus efficace dans cette maladie. Bien sûr que quand vous avez un cancer, on n'évalue pas les nouvelles chimiothérapies versus le placebo, mais on évalue les nouvelles chimiothérapies contre la plus puissante des chimiothérapies qui existent déjà. Heureusement, on ne va pas mettre des cancéreux, 50% des cancéreux sous placebo. Alors moi, personnellement, je pense que oui, le gouvernement a pas si mal géré cette crise. Alors aujourd'hui, tout est clair, tout le monde voit ce qu'il faudrait faire. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Mais n'oublions pas que Didier Raoult s'est trompé sur la gravité de la crise. Moi, personnellement, je pensais qu'on ne dépasserait pas 10 000 morts. Je me suis complètement trompé. On en est après 30 000. Didier Raoult s'est aussi complètement trompé. Souvenez-vous du moment où il disait que la chloroquine, c'était fin de partie parce que ça allait guérir tous les malades.
il l'a dit sur YouTube. Chloroquine, fin de partie. Souvenez-vous du moment où il a dit que c'était moins grave que la trottinette, que l'épidémie n'arriverait jamais en Europe, qu'on n'allait pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent. On s'est tous beaucoup trompés. Donc aujourd'hui, on a tendance à juger l'action du gouvernement à partir des connaissances aujourd'hui, en oubliant que les gens qui ont pris des décisions en janvier-février ne savaient pas tout ce que nous savons aujourd'hui. Et Raoult lui-même s'est, comme tout le monde, énormément trompé en janvier, en février et en mars sur l'évolution de l'épidémie. Donc, ne réécrivons pas l'histoire. Prendre des décisions en février-mars, c'était vachement difficile. Moi, personnellement, je n'ai aucune attache politique partisane, mais je ne fais pas partie du parti d'Olivier Véran. Mais je trouve qu'Olivier Véran a géré correctement cette crise. Il a évité l'hystérie. Il a fait ce qu'il a pu dans un environnement qui était très difficile. Les États-Unis n'ont pas mieux géré l'épidémie. En Belgique, où je vis, il y a eu énormément de morts. Et également, en Italie du Nord, qui a les meilleurs hôpitaux d'Italie, il y a eu beaucoup de morts dans le Nord, alors même qu'il y a eu peu de morts dans le Sud, où les hôpitaux, à cause notamment de la mafia et de la désorganisation politique, sont vraiment souvent dégueulasses. Donc, la polémique sur les masques, vous ne trouvez pas que ça a été mal géré, non ? Bien sûr que ça a été mal géré, mais on le gère avec les informations d'aujourd'hui. Bien sûr que le gouvernement a fait des conneries, évidemment, mais avec des conseillers et des gens réputés comme Raoult qui expliquaient qu'il n'y aurait jamais de cas. Il n'a pas menti, le gouvernement, selon vous, sur l'affaire des masques. Le gouvernement s'est trompé. Il y a un moment où le gouvernement n'avait pas les bonnes informations sur les masques. Mais en Belgique, on a eu le même problème. Le gouvernement pensait qu'il restait des masques. On les avait brûlés en 2018 parce qu'ils avaient pourri depuis le moment où on les avait achetés. Il y a eu des erreurs de fait, évidemment, mais on ne peut pas juger les actions du gouvernement à partir de ce qu'on sait aujourd'hui. C'est profondément injuste. Alors vous, Idrissa Aberkane, vous y allez plus fort. C'était même sur ce plateau il y a quelques semaines. Vous dites que l'exécutif a du sang sur les mains. Vous maintenez cette formulation ? Je persiste et je signe, puisqu'il est faux de dire qu'on n'avait pas l'information. On a eu 2 événements qui auraient dû tout de suite nous mettre la puce à l'oreille. D'abord, on avait le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait été une vraie tarte dans la gueule en Asie, et dont il aurait fallu tirer les conséquences. Nous ne l'avons pas fait. Deuxièmement, Taïwan, bon sang, Taïwan, je vais le répéter, Taïwan et encore Taïwan. 7 morts pour 23 millions d'habitants. Pour un pays qui a moins de dépenses de santé que nous, qui était beaucoup plus proche de l'épicentre, donc qui avait beaucoup moins de temps pour réagir, eh bien ce pays qui a un indice du développement humain inférieur au nôtre, qui a des dépenses de santé inférieur au nôtre par habitant et qui était plus proche de la crise, a beaucoup mieux réagi. 7 morts pour 23 millions d'habitants. C'était donc possible. Taïwan a démontré que Raoult avait raison. On pouvait traiter cette maladie comme une simple grippette si et seulement si on avait adopté le protocole de masquer, tester, tracer, traiter, ce que nous n'avons pas fait. Dès le début, nous avons interdit les masques, alors qu'une étude de l'université de Cambridge démontrait que même un torchon sur le visage avait un impact sur la propagation de la maladie. Parce qu'une propagation de maladie, c'est comme un taux d'intérêt. Si vous payez du 2% par an, c'est pas pareil que si vous payez du 5%. Alors c'est pas zéro, je suis bien d'accord, et un torchon sur le visage ne vous fait pas tomber à zéro en termes d'infection, mais il réduit votre taux d'intérêt, donc à la fin, les morts. Donc oui, Raoult avait raison, ça n'aurait pu être qu'une simple grippette, et il avait tellement raison que Taïwan l'a démontré. Taïwan n'a eu que 7 morts sur 23 millions d'habitants. La France a eu 1400 fois plus de morts que Taïwan, bon sang. 1400 fois plus de morts, c'est un scandale sanitaire gravissime, supérieur au scandale du sang contaminé. Concernant maintenant Olivier Véran, eh bien entendu, il a menti aux Français. On n'a pas le droit de mentir au peuple. Quand il a dit devant le Sénat, les représentants du peuple, que l'étude de Vétérans Affaires était sérieuse, il leur a menti. Il est neurologue, il savait très bien que cette étude était bidon, il a les compétences techniques et scientifiques pour savoir que cette étude était bidon. Eh bien, les yeux dans les yeux, il a dit au Sénat, cette étude me permet de dire qu'il ne faut absolument pas continuer avec l'hydroxychloroquine, il a menti. Et enfin, quand le gouvernement a dit que les masques, nous n'en avons jamais manqué d'une part, et d'autre part, que les masques étaient inutiles, que les Français ne savaient pas les mettre, et qu'ensuite, ils ont osé dire que leur opinion avait évolué avec le consensus scientifique. Triple mensonge. Il est interdit dans une démocratie de mentir au peuple.
On arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander à chacun 1 minute pour finir. Donc d'abord, est-ce que vous croyez à une peut-être possible seconde vague? Et puis, quelle est votre vision de l'avenir là, à quelques mois après? On s'annonce, on se prépare à des nouveaux mois difficiles ou pas selon vous? Laurent Alexandre et puis Idriss Aberkane pour conclure. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas être certain qu'il n'y aura pas de deuxième vague. C'est pour ça qu'il est très important de finir les essais cliniques en cours, parce qu'il faut qu'on progresse dans notre connaissance scientifique sur ce qu'on va pouvoir faire. Sur le dernier point dont on a parlé, je suis d'accord avec Idriss. Les gouvernements ne se sont pas assez bien préparés et le gouvernement a eu tort d'écouter Didier Raoult en janvier et en février quand il disait que c'était moins grave que les accidents de trottinette. Quand vous avez le plus grand institut de recherche microbiologique de France et son chef, Didier Raoult, qui vous explique « ce n'est pas grave ». C'est moins grave que la trottinette, ça n'arrivera pas chez nous, on ne va pas s'inquiéter pour 3 Chinois qui meurent. Quand vous avez celui qui se revendique comme étant le meilleur infectiologue de France qui vous dit ça, évidemment, vous ne vous préparez pas. Si Raoult avait dit « c'est très grave, une épidémie arrive », le gouvernement se serait davantage mobilisé. Donc vous convenez quand même que Didier Raoult était au centre quand même de l'analyse de ce problème. Oui, très vite, allez pour conclure. Juste un dernier mot, c'est-à-dire que on a énormément politisé tout ça et Idriss fait maintenant partie de Front Populaire, s'est associé avec Onfray et avec Raoult pour fonder Front Populaire, qui est une revue... Très vite, 30 dernières secondes. On voit bien qu'il y a là, autour de Front Populaire, regroupé les plus grands soutiens de Didier Raoult. Allez, la réponse. Onfray, Didier Raoult et puis Idriss Aberkane, qui est désormais associé politiquement. Allez, 15 dernières secondes, Idriss Aberkane pour conclure, puisque Laurent Alexandre a commencé. Idriss, à vous. Une deuxième vague est possible. 15 dernières secondes. Voilà, une deuxième vague est possible, mais très très improbable. Et donc, bien sûr, à Taïwan, il y a eu 50 accidents de scooter l'année dernière. Il y a eu 7 morts du coronavirus. Je laisse à Laurent Alexandre, qui sait faire des mathématiques, le soin de conclure. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir participé à ce débat. Vous pouvez le revoir en replay sur YouTube. Merci et à la semaine prochaine dans Les Incorrectibles.